Alors, bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que la pré-rentrée vous a pas trop découragé de l'année, mais vous inquiétez pas, ça va mieux se passer après. On est désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais tous nos tuteurs et nous-mêmes, on est en amphi de rentrée, en médecine et en pharma du coup. Et du coup, on vous fait ce cours par vidéo, comme ça vous évite de venir à Orsay que pour 2 heures, et ce qui est appréciable pour vous aussi, je pense. Donc désolé que vous puissiez pas voir nos têtes, mais le Wi-Fi et Internet ont une qualité désirable à Orsay, donc ça, ce sera pas possible. Donc c'est la merde, quoi. On enregistre ça comme on peut. Donc j'espère que vous allez beaucoup apprécier, si c'est possible, ce cours sur le trafic membranaire. Ce sera la deuxième partie du cours sur le trafic membranaire. On va parler tout d'abord du trafic vésiculaire et de l'appareil de Golgi dans un second temps. On va d'abord commencer par quelques QCM sur le cours précédent. Donc, si vous vous rappelez bien, c'était cytosquelettes. Et je laisse Mathieu présenter. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté au début. C'est Elodie et Mathieu, vos 2 RM préférés. Exactement. Du coup, donc petit QCM sur le cytosquelette, pas très difficile. Alors, le cytosquelette est un ensemble de polymères présentant des activités très peu dynamiques. Les éléments constitutifs du cytosquelette sont formés de 3 structures filamentaires, les microtubules, les microfilaments et les filaments interminables. Les éléments constituant le cytosquelette ne sont pas en interaction entre eux. Les interactions entre les éléments du cytosquelette ont un rôle important dans beaucoup de fonctions biologiques. Et enfin, le cytosquelette n'a pas un rôle primordial au bon déroulement de la mitose. N'hésitez pas à faire pause, nous on ne va pas trop attendre que vous répondiez et on ne vous voit pas de toute façon. Donc si vous avez besoin de temps, faites pause et reprenez parce qu'on va enchaîner direct avec la correction. J'aurais pas dit mieux. Attends, je veux bien garder les items sous les yeux. Pour le premier item, le cytosquelette est un ensemble de polymères présentant des activités très peu dynamiques. Cet item est faux. Effectivement, le cytosquelette, c'est bien un ensemble de polymères. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le nom de squelette, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui bouge énormément. Vous l'avez vu avec le treadmilling, par exemple. Donc au contraire, ça a des activités très dynamiques. Alors, le deuxième item, les éléments constitutifs du cytosquelette sont formés de 3 structures filamentaires. Ça, c'est vrai. Les microtubules, c'est effectivement la première structure, celle que vous avez détaillée. Les microfilaments, c'est celle que vous détaillerez dans le deuxième cours de cytosquelette. Et par contre, les filaments interminables, attention à ne pas lire le mot trop vite, ce n'est pas du tout les filaments interminables, ce sont les filaments intermédiaires. Donc attention à bien lire l'item jusqu'au bout. Ensuite, les éléments constituant le cytosquelette ne sont pas en interaction entre eux. Eh bien si, évidemment, c'est très important d'ailleurs ces interactions entre les différents éléments du cytosquelette. Vous avez vu l'exemple de la mitose par exemple, où vous avez les microtubules qui interviennent, le treadmilling, etc. Donc évidemment qu'il y a des interactions entre les différents éléments. Ces interactions, justement, est-ce qu'elles ont un rôle important dans beaucoup de fonctions biologiques ? Eh bien oui, c'est ce que je viens de vous dire. Par exemple, la mitose, c'est l'exemple que vous avez vu. Vous verrez dans le prochain cours le déplacement de la cellule. Donc tout ça, ce sont des éléments de la vie cellulaire où le cytosquelette intervient. Et enfin, du coup, le cytosquelette n'a pas un rôle primordial au bon déroulement de la mitose. Et bien, on vient de dire que si, justement, il a un rôle primordial dans le déroulement de la mitose. Voilà pour la correction de la première question. Ensuite, à propos du centrosome. Le centrosome est un organite situé à proximité du noyau. Le centrosome comporte 2 centrioles orientés à 90 degrés l'un de l'autre. Un centriole est un assemblage de 9 triplets de microtubules liés par des protéines formant un cylindre. Chaque triplet a un microtubule complet qu'on appelle A et 2 incomplets B et C. La cellule recrute des anneaux de gamma-tubuline dans le matériel péricentriolaire. Et enfin, les anneaux de gamma-tubuline sont concentrés au niveau du centrosome et interagissent avec l'extrémité moins des microtubules. Alors, premier item, le centrosome est un organite situé à proximité du noyau. Eh bien, c'est vrai, c'est une des caractéristiques que vous devez connaître pour cet organite, il se trouve assez près du noyau. Ensuite, le centrosome comporte 2 centrioles orientés à 90 degrés l'un de l'autre. Alors attention, ça c'est la question piège par excellence sur ce cours, de vous faire des confusions entre centrosome et centriole. Typiquement, vous pourriez avoir un item, le centriole est composé de 2 centrosomes, ou l'inverse. Et en l'occurrence, c'est effectivement ici la bonne formulation, c'est bien le centrosome qui est composé de 2 centrioles. Attention à ne pas mélanger les deux. Ensuite, un centriole est un assemblage de 9 triplets de microtubules liés par des protéines formant un cylindre. Chaque triplet a un microtubule complet et 2 incomplets. Et bien ça, c'est
tout vrai. Alors attention à ne pas vous mélanger dans les chiffres. Par exemple, vous vous souvenez qu'un microtubule, c'est 13 protofilaments. Eh bien, un centriole, c'est 9 triplets de microtubules. Donc attention à ne pas vous emmêler dans tous les chiffres. Il n'y en a pas trop, donc ça va. La cellule recrute des anneaux de gamma-tubuline dans le matériel péricentriolaire. Eh bien, ça, c'est vrai. Souvenez-vous que le centrosome, son rôle principal, c'est la nucléation des microtubules. Et ces anneaux de gamma-tubuline servent de base aux microtubules. Donc, évidemment, c'est là que vont être recrutés, dans le matériel péricentriolaire, les anneaux de gamma-tubuline. Et donc, du coup, ces anneaux de gamma-tubuline sont bien concentrés au niveau du centrosome et ils interagissent effectivement avec l'extrémité moins des microtubules. Souvenez-vous que l'extrémité qui polymérise dans le microtubule, c'est l'extrémité plus. Donc l'extrémité qui est fixée au centrosome, l'extrémité où se trouve la base, là où le microtubule a commencé, c'est effectivement l'extrémité moins. Donc pour cette question, tous les items sont vrais. Ça peut arriver le jour du concours d'avoir un tout vrai ou d'avoir un tout faux. Il ne faut pas vous inquiéter en vous disant « Oh merde, il y en a forcément un qui est faux ». Non, non, tout peut être vrai ou tout peut être faux. Et enfin, dernière question, les protéines structurales et les moteurs moléculaires. Seule la protéine structurale Tau est exprimée dans les neurones. La dinéine et la kinésine ne sont pas des MAPS motrices. La dinéine va de l'extrémité plus vers le bout moins. La kinésine se déplace du bout plus vers le bout plus en partant du bout moins. Et enfin, en mitose, la dinéine réalise une poussée, contrairement à la kinésine qui réalise une traction. Alors, pour la première question, en ce qui concerne la protéine structurale Tau, vous imaginez bien que ici, la question qu'on vous pose, c'est par rapport à Tau et à MAP2. Et en l'occurrence, la distinction qui est faite entre Tau et MAP2, ce n'est pas sur le type cellulaire dans lequel elle se trouve, puisque les deux se trouvent dans les neurones. Par contre, ce qui diffère, c'est l'endroit où elle se trouve dans les neurones. Tau, on la trouve plutôt dans l'axone, alors que MAP2, on les trouve plutôt dans les dendrites. Mais donc, cet item est faux, puisqu'on trouve aussi MAP2 dans les neurones. Ensuite, la dinéine et la kinésine ne sont pas des MAPS motrices. Bon, évidemment, cet item est faux. Vous vous souvenez tous de la vidéo avec la kinésine qui marche. Ce sont bien sûr des MAPS motrices. Attention aux items comme ça avec une négation. On essaiera de ne pas en faire trop parce que c'est un peu piégeux, mais faites gaffe. La dinéine va de l'extrémité plus vers le bout moins du microtubule. Et bien ça, c'est vrai. Alors, ça, il n'y a pas de secret, il faut le retenir, mais vous retenez que la dinéine va toujours vers le bout moins du microtubule. La kinésine se déplace en direction du bout plus en partant de l'extrémité moins. Et bien ça, pareil, c'est vrai. La kinésine, elle marche vers le bout plus. Et enfin, en mitose, la dinéine réalise une poussée, contrairement à la kinésine qui réalise une traction. Eh bien attention, c'est l'inverse. Souvenez-vous, la dinéine, elle marche vers le bout moins. Or, pendant la mitose, vous avez votre faisceau mitotique qui s'est développé vers les chromosomes. Vous avez donc toutes les extrémités plus des microtubules qui sont au niveau des chromosomes. Et donc les dinéines qui marchent vers le bout moins, elles vont tirer les chromosomes vers les deux centrosomes de part et d'autre de la cellule. Donc attention, ici c'est l'inverse, traction pour la dinéine et poussée pour la kinésine. Et voilà pour la correction. Donc voilà, ces trois petits QCM un peu gentils, vous inquiétez pas si c'est un peu confus, on sait que le cours est très récent, mais petit à petit ça va rentrer, vous inquiétez pas. Sur ce, on va passer au cours, le vrai cette fois, et je laisse la parole à Élodie. Donc, pour commencer ce cours sur le système endomembranaire partie 2, on va commencer par évoquer le trafic membranaire, donc avec une vue d'ensemble et quelques généralités pour vous mettre un peu dans le bain. Donc, le trafic membranaire correspond au transport de matériel sous forme de vésicules entre les différents organites. Donc, différents organites sont concernés, le réticulum endoplasmique notamment, l'appareil de Golgi. La membrane plasmique est aussi concernée. Dans le cas par exemple de l'exocytose ou de l'endocytose. Exocytose qui correspond à la sortie de matériel hors de la cellule et l'endocytose qui revient à internaliser des molécules dans la cellule. Pour en revenir à l'exocytose, on appelle aussi l'exocytose la sécrétion et on peut notamment avoir un trajet de type réticulum endoplasmique vers Golgi, vers la surface cellulaire. Donc dans la suite, on va abréger réticulum endoplasmique en RE parce que c'est un peu long à dire. Un autre organite pouvant être concerné par le trafic membranaire, c'est les endosomes. Donc il existe deux types d'endosomes, entre guillemets, l'endosome précoce, qui est plus un endosome de tri et de recyclage, et l'endosome tardif, qui va plus servir à des fins dégradatives. Pour le trafic membranaire, entre tous les trafics qui peuvent exister, il existe deux sens, donc antérograde et rétrograde. Donc, deux sens par exemple du RE au Golgi, ce sera le sens antérograde et du Golgi au RE, ce sera le sens rétrograde.
Et il faut aussi savoir que le trafic membranaire permet un renouvellement continu des membranes. Ensuite, on va passer au rôle des protéines G dans le trafic membranaire. Donc les protéines G sont des protéines qui sont capables de lier des nucléotides guanidiques. Donc elles interviennent en tant que régulateurs du trafic. Donc en effet, elles sont capables de changer de conformation selon si elles sont dans leur forme inactive, donc liées au GDP. Donc GDP signifiant guanosine diphosphate, ou sur leur forme active, donc si elles sont liées au GTP, donc GTP pour guanosine triphosphate. Donc ce faisant, elles ont le rôle d'interrupteurs moléculaires et il y a différents mécanismes permettant de passer à la forme active et de la forme active à la forme inactive. Donc pour passer du GTP au GDP, ça correspond à une réaction d'hydrolyse. Donc ça correspond à l'activité enzymatique, donc GTPase de la protéine G. Donc à savoir que le GTP, c'est en fait du GDP plus un phosphate inorganique, d'où l'activité enzymatique GTPase, donc hydrolyse, que vous allez revoir en chimie, je crois. Entre la conformation GTP et la conformation GDP, on a un changement de conformation ou de morphologie de la protéine, ce qui entraîne des interactions différentes avec les différents partenaires de la protéine. Donc pour passer de la conformation GTP à la conformation GDP, il faut savoir qu'à l'état basal, c'est une réaction lente. Donc à l'état physiologique, donc dans la vie cellulaire, on va avoir l'intervention d'une GAP, qui est une protéine qui stimule l'activité GTPase de la protéine G. Donc GAP, c'est l'abréviation pour GTPase Activating Protein. Et dans l'autre sens, donc le GDP au GTP, ça correspond à un échange nucléotidique. Donc échange nucléotidique, échange de nucléotides, vous avez bien compris. Dans ce cas-là, le GDP est chassé par une nouvelle molécule de GTP. Donc encore une fois, à l'état basal, cette réaction est lente et à l'état physiologique, elle est catalysée ou stimulée par une autre protéine partenaire qui est une GEF. Donc GEF pour Guanine Nucleotide Exchange Factor. Et cette GEF possède une poche de liaison dont l'ouverture permet la sortie du GDP donc, et l'entrée du GTP. J'avais évoqué la notion de protéine partenaire pour la GEF, à savoir que la GAP est aussi une protéine partenaire car les deux œuvrent avec la protéine G dont elles sont spécifiques pour lui permettre d'exercer pleinement son activité. Ensuite, on va passer aux différentes étapes du trafic membranaire, qui est aussi appelé trafic vésiculaire, car il fait appel à un transporteur membranaire appelé vésicule. On va vous présenter ici une étape de trafic généralisée, donc dans ce cas-là, la vectorisation est présente. Mais attention, ce n'est pas tout le temps le cas, notamment lorsque le compartiment donneur et le compartiment accepteur sont proches. On peut sauter l'étape de vectorisation car la vésicule est capable de trouver d'elle-même le compartiment accepteur juste en diffusant et sans avoir besoin d'être prise en charge par le cytosquelette. Donc tout d'abord, on va avoir une étape de bourgeonnement et de tri moléculaire. Donc cette étape fait appel à de petites protéines G de la famille ARF. Donc ces protéines G sont présentes à l'état inactif dans le cytosol, et elles diffusent librement. Et leur particularité, c'est de posséder une queue lipidique, donc, qui est un acide gras court appelé le myristate. On appelle aussi cette queue la queue myristoïle. À l'état inactif, le myristate est enfoui, donc il est inaccessible. Il est enfoui dans les replis de la protéine, alors qu'à l'état actif, le myristate est en dehors. Donc, lorsqu'on va avoir l'initialisation d'une vésicule et du coup le commencement d'un bourgeonnement, la protéine G-ARF va être recrutée à la membrane du compartiment donneur. Donc, à la membrane du compartiment donneur, elle va rencontrer sa GEF.
Donc GEF, comme vous vous en souvenez, je viens de le dire, qui va permettre l'échange du GDP en GTP, et donc qui va permettre à ARF de passer de l'état inactif à l'état actif. Donc ça va causer le déploiement de la queue myristoïle et ça va permettre à ARF de s'ancrer dans la membrane. Donc à partir de là, elle va commencer à recruter différentes protéines et différents constituants nécessaires aux formations de la vésicule. Donc notamment, elles vont recruter des récepteurs oligomérisés, qui sont présents dans la membrane du compartiment donneur et qui vont eux-mêmes par la suite, avec l'aide de la protéine ARF toujours, recruter des protéines du manteau, donc qui sont préassemblées dans le cytosol et qui vont se polymériser pour permettre la courbure de la membrane. La deuxième étape du trafic vésiculaire, ça sera la fission membranaire. Donc la fission membranaire va faire intervenir une autre protéine appelée la dynamine. La dynamine est une GTPase, donc, qui est capable d'hydrolyser le GTP en GDP, et en se polymérisant donc à la base de la vésicule, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici c'est bien indiqué, c'est la dynamine. Elle va former un anneau spiralé qui va se resserrer à la base de la vésicule et en hydrolysant le GTP, les spires vont se resserrer de plus en plus et ça va pincer tout en étirant le bourgeon. Donc à la fin, ça va conduire à une fission de la vésicule. Donc à savoir que dans certains cas, la dynamine peut être mutée et vous pouvez observer alors une espèce de vésicule avec un long cou qui s'étire, mais qui du coup ne se détache pas de la membrane du compartiment donneur. La troisième étape du trafic vésiculaire, ce sera la perte du manteau. Donc là, ça va faire intervenir la GAP qui a été embarquée avec ARF, donc GAP qui est l'autre protéine partenaire de la protéine GARF, et qui va stimuler l'hydrolyse du GTP en GDP. Donc cette GAP intervient en décalé avec le temps, ce qui permet au manteau de totalement se former et à la vésicule de se former avant de perdre son manteau et du coup voilà. Donc cette GAP va permettre le changement de conformation. Donc la protéine GARF va passer d'une conformation active où elle est liée au GTP en une conformation inactive où elle est liée au GDP. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va avoir enfouissement de la queue myristoïle, ce qui va affaiblir les interactions entre les protéines du manteau et entre le manteau et la membrane de la vésicule, et ce qui va conduire à la fin à la perte du manteau. Quatrième étape, c'est l'immobilisation de la vésicule et la fusion par la suite des membranes de la vésicule et du compartiment accepteur. Donc l'immobilisation, elle se fait à proximité immédiate du compartiment accepteur. Elle fait intervenir un système d'attachement à grande distance, aussi nommé système d'accostage. Donc attention, ce système d'accostage est différent du système qui va permettre par la suite la fusion des deux membranes. Et donc ce système d'accostage va faire intervenir des protéines présentes dans les membranes de la vésicule et du compartiment accepteur, ainsi que quelques protéines partenaires cytosoliques. Donc toutes ces protéines vont s'apparier pour immobiliser la vésicule à proximité du compartiment accepteur. Donc dans un deuxième temps, d'autres protéines, appelées les protéines SNER, vont intervenir et assurer la fusion. Donc il y a appariement d'une VSNER, donc VSNER pour V-cycle, qui va intervenir du coup dans la fusion et dans les interactions à très courte distance. Donc cette VSNER va s'apparier avec 3 T-SNER pour target. Target, ça va être du coup le compartiment accepteur.
Donc, ce complexe de 4 SNER vont s'apparier et former des interactions très fortes à courte distance qui vont former une sorte de canal. À proximité de ce canal, on va avoir une réorganisation des phospholipides des deux membranes, donc de la vésicule et de la cible, et ce qui va permettre par la suite une fusion des membranes et donc de mettre les lumières de la vésicule et du compartiment accepteur en continuité, ce qui fait que le contenu de la vésicule va se déverser dans le compartiment accepteur. Cinquième et dernière étape du trafic membranaire, ça va être le recyclage des SNER. Donc une fois que les membranes ont fusionné, on n'a plus besoin des SNER, donc elles vont se dissocier. Savoir que cette dissociation est non spontanée et qu'elle nécessite donc une hydrolyse de l'ATP, donc qui va apporter de l'énergie. Cette hydrolyse nécessite des protéines partenaires. Donc ces protéines partenaires sont appelées SNAP, qui reconnaît les SNER, et NSF, qui est une ATPase. Donc, on va d'abord avoir l'intervention des protéines SNAP, qui vont elles-mêmes recruter les protéines NSF. Ces protéines NSF, donc ces ATPases, vont apporter l'énergie nécessaire à la dissociation en hydrolysant de l'ATP en ADP. Ensuite, il va y avoir recyclage des vis-SNER par trafic rétrograde vers le compartiment donneur. Donc, elles vont revenir de là où elles sont parties, tandis que les T-SNER restent dans la membrane du compartiment accepteur. Ensuite, on va voir ce qui fait la spécificité d'une étape de trafic. Donc, ça va dépendre de la nature des protéines recrutées, du lieu de recrutement, et on va observer une combinaison de représentants de chaque famille moléculaire intervenant dans les différentes étapes, donc, qui vont assurer la spécificité du trafic entre le lieu d'arrivée et le lieu de départ et le lieu d'arrivée, et entre les différentes étapes. Donc, il y a deux grandes familles de molécules qui interviennent. Donc, la première famille, ça va être les protéines G associées aux protéines du manteau. Donc, il existe 7 protéines G différentes à l'origine du recrutement des protéines de manteau. Donc, ces protéines, ça va être ARF1A6 et SAR1P. Et ces protéines de manteau, donc, ce sera 3 types de protéines de manteau différentes. Donc, COP1, donc COP, c'est Coat Protein, pardon. La clatrine et COP2. Donc, COP1 et la clatrine interviennent dans différentes étapes du trafic, tandis que COP2 intervient uniquement dans le trafic antérograde du réticulum endoplasmique au Golgi, et elle est toujours associée avec SAR1P. Il existe aussi une grande variété de molécules d'accostage et de GEF, donc associées à ces protéines G, ainsi que d'ailleurs des GAP, donc, qui sont aussi spécifiques de chaque protéine G qui interviennent dans ce trafic. La deuxième grande famille des molécules qui vont intervenir et assurer la spécificité des étapes de trafic, ça va être les SNER, donc les vis-SNER et les T-SNER. Il en existe environ une vingtaine. Donc là, vous avez un tableau à connaître qui récapitule un peu les différentes protéines de manteau et les protéines G que vous pouvez avoir en fonction des étapes de trafic. Ce tableau, il peut faire peur au début, mais vous avez surtout à apprendre les exceptions. Notamment dans le trafic antérograde du RE au Golgi, la protéine de manteau, ça va être COP2 et la protéine G associée, ça va être SAR1P. Et dans le trafic de la membrane plasmique dans le sens de l'endocytose, la protéine de manteau, ça va être de la clatrine et la protéine G associée, ça va être ARF6. Dans tout le reste, ce sera COP1 et ARF1. Ensuite, pour la cinquième sous-partie de cette première et très longue grande partie, on va voir la régulation du trafic par les protéines RAB. Donc, les protéines RAB, ce sont des GTPases qui sont associées aux vésicules pendant tout le trajet.
Elle contrôle le recrutement des différentes protéines qui interviennent dans le trafic membranaire et joue donc le rôle de chef d'orchestre tout le long du trajet. Donc elles peuvent intervenir à différentes étapes, notamment dans la vectorisation, dans la formation du docking complexe et dans la régulation des interactions entre les vis nerfs et les tis nerfs. Il existe une grande multiplicité des protéines RAB, donc il en existe une quarantaine et elles sont chacune spécifiques d'une étape de trafic. Elles ont un mode de fonctionnement parallèle aux protéines G, mais elles possèdent une couche de régulation supplémentaire. Donc je vais passer aux commentaires du petit schéma que vous pouvez voir ici. Donc à l'étape 1, donc, je vais l'entourer, je ne vais pas faire ça pour tout le reste, mais juste pour que vous voyez où sont situés les numéros. À l'étape 1, donc, vous pouvez voir la protéine RAB au repos. Donc, elle est présente librement dans le cytosol, sous sa forme inactive, bien entendu. Donc, elle est liée au GDP. Vous pouvez voir aussi quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué jusque-là, qui est une GDI. GDI qui est juste ici. Donc, elle est associée au complexe RAB-GDP et elle empêche RAB d'échanger son nucléotide, donc elle l'empêche de passer à la forme active, donc si vous avez bien compris. D'ailleurs, GDI, c'est l'acronyme pour GDP Dissociation Inhibitor. Et donc, ce qui fait que l'échange nucléotidique entre la forme GDP et la forme GTP de RAB n'est pas spontané dans tous les cas. Ensuite, deuxième étape, il y a formation d'une vésicule, donc initiation du bourgeonnement. La protéine RAB est recrutée à la membrane du compartiment donneur. Donc, elle va... au niveau de la membrane du compartiment donneur, elle va rencontrer sa GDF. Donc GDF pour GDI Dissociation Factor. Cette GDF va favoriser la dissociation de la GDI du complexe RAB-GDP et va donc permettre à RAB d'échanger son nucléotide, donc passer de la forme inactive liée au GDP à la forme active liée au GTP. Donc on va arriver à la troisième étape où RAB va être activé grâce à sa GEF et donc sous sa forme activée, elle va pouvoir s'ancrer dans la membrane et agir avec des protéines partenaires à différents niveaux. Là donc on va avoir un exemple de trafic vectorisé. Donc un premier niveau auquel RAB va pouvoir intervenir, ça va être dans justement la vectorisation. RAB, sous la forme GTP bien entendu, va intervenir du coup dans le recrutement des moteurs moléculaires appropriés qui permettent le transport de la vésicule sur le cytosquelette. Et on va avoir une spécificité moléculaire, c'est-à-dire que les protéines recrutées vont être spécifiques, ça ne va pas être n'importe quelle molécule. Donc, ce transport vectoriel va permettre l'acheminement de la vésicule vers le compartiment cible. Ensuite, donc ça, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais ça correspond à l'étape 4, juste ici. Ensuite, on va arriver à l'étape 5, donc qui correspond à la formation du système d'attachement de la vésicule au voisinage du compartiment cible. Donc, elle nécessite le recrutement d'un système multimoléculaire d'attachement. Et donc, dans cette étape, RAB va contrôler les complexes d'accostage, donc leur formation, et puis plus tard, peut-être leur fonctionnement. Toujours à l'étape 5, mais cette fois-ci à la deuxième partie que vous pouvez voir là, RAB peut aussi contrôler les interactions entre les SNER, donc toujours au voisinage de la cible. Elle va recruter certains effecteurs qui vont favoriser les interactions entre les vis NER et les tis NER. Et enfin, à l'étape 6, donc après la fusion des deux membranes, la GAP qui a été recrutée avec RAB va se mettre en fonctionnement et hydrolyser le GTP associé à RAB en GDP. Donc ça va permettre l'inactivation de RAB et du coup son détachement de la membrane. Elle va retourner à l'état libre dans le cytosol où elle va rencontrer à nouveau et s'associer avec son GDI.
et ensuite elle va pouvoir diffuser librement et être présente et puis recyclée après dans la formation d'autres vésicules. Alors du coup, maintenant qu'on a parlé de ce trafic membranaire de façon générale, avant de s'y intéresser un peu plus en détail, on va présenter un autre organite qui est très important dans ce système endomembranaire, c'est l'appareil de Golgi. Alors l'appareil de Golgi, bon déjà on peut noter qu'il s'appelle appareil de Golgi parce qu'il a été découvert par un monsieur qui s'appelait Golgi, même si c'est pas très intéressant. Surtout on va retenir que c'est un organite très important dans la maturation des protéines, mais aussi dans la synthèse des lipides complexes. On va détailler tout ça. Déjà, la première chose, c'est un organite qu'on trouve à proximité du noyau, d'accord, et relativement proche du réticulum endoplasmique, puisqu'il va beaucoup interagir avec lui. Alors, cet appareil de Golgi a une structure assez particulière. On parle généralement d'un empilement de citernes ou d'un empilement de sacules membranaires. Des fois, on compare ça à une pile d'assiettes ou une pile de pancakes ou une pile de ce que vous voulez. Mais donc c'est un organite que vous voyez ici constitué de plusieurs citernes membranaires qui, contrairement au réticulum endoplasmique granuleux, sont parfaitement lisses, d'accord, elles ne possèdent pas de ribosome à la surface. Ces citernes, autre différence avec le réticulum endoplasmique, elles ne communiquent pas du tout entre elles, elles sont totalement indépendantes, et ça c'est très important puisqu'on va le voir tout à l'heure, les différentes citernes ont des compositions différentes. Et donc évidemment, si elles communiquaient, elles perdraient cette différence ça y est, j'en perds mes mots. Cette différence de composition qui les caractérise. D'accord ? Donc les communications entre les différentes citernes du Golgi, ça ne se fera pas par des ponts membranaires et par diffusion toute bête des protéines, mais par trafic membranaire au sein même de l'organite. D'accord ? Dernière caractéristique très importante de l'appareil de Golgi, c'est qu'il est polarisé. Alors par polarisé, qu'est-ce qu'on entend ? En fait, tout bêtement, qu'il n'est pas symétrique. D'accord ? C'est pas un organite où tout se comporte de la même manière. Puisqu'il a des compositions différentes selon les citernes, eh bien les citernes ont aussi des fonctions différentes, et donc cet organite a des faces différentes. Il va avoir une face d'entrée que vous voyez ici en haut, qu'on appelle la face 6. C'est la face qui est orientée vers le réticulum endoplasmique, et c'est la face qui va recevoir toutes les vésicules en provenance du RE. Et puis vous avez la face de l'autre côté, la face trans, qui elle va être la zone de départ des vésicules vers la membrane plasmique ou vers les lysosomes. On va détailler ça juste après. Alors pour détailler un petit peu plus sa composition à l'appareil de Golgi, vous avez trois familles de citernes principales. Les citernes que vous voyez par ici, alors attendez, hop, voilà celle-là, ce sont les citernes 6, on parle aussi de 6 Golgi, d'accord, ce sont les citernes qui sont à la face du RE, enfin en face du RE. Vous avez de l'autre côté les citernes trans, et entre les deux, le Golgi, les citernes du milieu, on parle de Golgi médian. Alors en réalité, cet appareil de Golgi, ce n'est pas juste des citernes, et vous avez à chaque face un petit réseau un peu particulier, très dynamique, que vous voyez ici en haut, là et ici en bas. Un réseau qui est constitué donc de tubules, de vésicules aussi, puisque ce sont les lieux de départ ou d'arrivée des vésicules. On va donc parler de réseau tubulo-vésiculaire, tout bêtement. Et donc, eh bien, le réseau qui se trouve au niveau de la face 6, on l'appelle le CGN pour 6 Golgi Network. Et puis le réseau qui se trouve du côté trans, on va l'appeler le TGN pour Trans Golgi Network. Ces différentes citernes du Golgi, donc, comme je vous l'ai dit, elles ont une composition différente les unes des autres. C'est-à-dire que le 6 Golgi n'a pas la même composition que le Golgi médian, qui lui-même n'a pas la même composition que le Trans Golgi. Par contre, la distinction entre la composition du CGN et du 6 Golgi est très faible. Donc on considère que globalement, le 6 Golgi Network a la même composition que le 6 Golgi. Et pareil de l'autre côté, le Trans Golgi Network a à peu près la même composition que le Trans Golgi. Alors cette différence de composition des différentes citernes du Golgi, vous avez par exemple les enzymes ne vont pas être présentes dans tous les compartiments, certaines ne vont être présentes que dans le Trans Golgi par exemple, on le verra tout à l'heure. Mais vous avez aussi une autre caractéristique physique intrinsèque au Golgi, c'est une caractéristique de pH. En l'occurrence, le pH n'est pas le même dans les citernes, et plus on progresse du 6 Golgi vers le Trans Golgi, plus le pH va diminuer, concrètement, plus l'acidité augmente. Autrement dit, le Trans Golgi a un pH plus acide que le 6 Golgi. Alors la différence est assez faible, d'accord. Dans le 6 Golgi, on est à peu près à pH neutre, donc on est à peu près à 7. Et dans le Trans Golgi, on est à peu près à 6,5. Donc la variation est assez faible, mais c'est déjà quelque chose d'important, et vous allez voir, ça va jouer un rôle très très important tout à l'heure.
Alors, à quoi il sert cet appareil de Golgi? Première chose qu'il va faire, ce sont des modifications post-traductionnelles des protéines. Alors, souvenez-vous, les protéines, vous l'avez vu, elles ont été synthétisées dans le RE, et une fois qu'elles sont dans le RE, on leur a greffé des N-glycanes. C'est à peu près tout ce que vous avez vu. Ensuite, par trafic vésiculaire qu'Elodie vous a présenté, ces vésicules sont apportées jusqu'à l'appareil de Golgi et vont rentrer dans l'appareil de Golgi par le TGN. Une fois qu'elles y sont, elles vont pouvoir être maturées. Alors, ce qu'on appelle la maturation des glycoprotéines, en fait, c'est tout simplement des modifications de leur structure. Soit on va modifier la protéine directement, ça ce sera dans un deuxième temps, soit on va commencer par modifier les sucres qui se trouvent sur cette protéine. Alors ça va plutôt se faire, en tout cas au début dans le 6-Golgi. On va avoir par exemple des enzymes qui vont cliver certains des résidus glucidiques du N-glycane. Par exemple, cliver quelques mannoses qu'on trouve sur le N-glycane. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse à travers le Golgi, on va avoir d'autres enzymes qui, cette fois-ci, vont greffer des résidus glucidiques. Alors, ça peut être des N-acétylglucosamines, ça peut être du galactose, de l'acide hyalique, enfin bref, ça peut être différents sucres. Mais en tout cas, ça permet de modifier la structure de ce glucide complexe et donc de lui faire acquérir des propriétés légèrement différentes de celles qu'il avait. Souvenez-vous que ces glucides, leur rôle, c'est d'être hydrophiles et donc de tirer certaines parties de la protéine vers l'extérieur. Et donc, eh bien, en modifiant ces glucides, on va être capable de modifier légèrement la structure de la protéine pour lui donner une conformation active. Deuxième possibilité de maturation, c'est cette fois-ci directement au niveau de la séquence protéinique. On va pouvoir cliver, c'est-à-dire couper une partie de la protéine. Alors, concrètement, c'est ce qu'on appelle un clivage protéolytique. Protéolytique, ça veut dire qu'on coupe la protéine. Et c'est quelque chose qui va se faire exclusivement dans le TGN et dans le transgolgi, d'accord ? Vous avez toute une famille d'enzymes qu'on appelle les proprotéines convertases, que vous pouvez visualiser comme des paires de ciseaux. Ce sont des ciseaux moléculaires et elles vont cliver une petite séquence peptidique dans les protéines qui sont leurs cibles. D'accord ? Ce sont donc des enzymes résidentes de l'appareil de Golgi, évidemment, avec, pour chef de file... Alors attendez, on a un souci. Bien, je reprends, désolé pour la petite interruption. Il y a eu des intrus. Du coup, j'en étais à vous parler du clivage protéolytique. Donc, ce clivage protéolytique, ça va consister à enlever une petite portion de la protéine pour lui donner sa conformation définitive, sa conformation active. Ça va être une façon d'activer les protéines. Pour ça, on va avoir besoin d'enzymes qui vont couper les protéines cibles. Ces enzymes, on les appelle des proprotéines convertases. Alors, pourquoi on les appelle comme ça ? Eh bien, parce que les protéines dont on va devoir couper un petit morceau, ce sont finalement des précurseurs de la protéine active. Du coup, on les appelle des proprotéines. Pro, ça veut dire avance, c'est la même chose que des préprotéines. Donc, en fait, le rôle des proprotéines convertases, ça va être de convertir les proprotéines en protéines actives. Donc, ces proprotéases, on les trouve essentiellement dans le TGN, elles sont résidentes du TGN, et elles ont pour chef de file la furine. C'est-à-dire que la furine est un exemple de ces proprotéines convertases, et c'est d'elles qu'on va essentiellement parler. Alors, comment elles fonctionnent ? Elles vont reconnaître dans les protéines une séquence d'acides aminés polybasiques. Alors, petit souvenir de Bioche, les acides aminés polybasiques, c'est par exemple la lysine ou l'arginine. Et donc, la furine ou les proprotéines de manière générale, proprotéines convertases, vont reconnaître cette séquence polybasique et vont cliver à son extrémité ces terminales. Alors, généralement, c'est un petit morceau qu'on coupe, c'est pas très gros, mais ça va être la façon d'activer des protéines. La particularité qu'ont ces proprotéines convertases, c'est qu'elles-mêmes, elles présentent cette séquence polybasique. Ce qui veut dire que les proprotéines convertases vont réaliser un mécanisme d'auto-activation. Par exemple, la furine va être sécrétée dans le RE sous forme de profurine. Ensuite, elle va être adressée à l'appareil de Golgi, elle va traverser l'appareil de Golgi, et quand elle va arriver dans le TGN, la profurine va rencontrer une furine, la furine va cliver la séquence polybasique et va transformer la profurine en furine. Donc vous avez un mécanisme d'auto-activation des proprotéines convertases, puisqu'elles possèdent elles-mêmes cette séquence polybasique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de les activer, par exemple, ces proprotéines convertases ? Et bien tout simplement parce que ce sont des ciseaux moléculaires, donc ce sont des molécules un petit peu dangereuses pour la cellule. Si elles étaient actives n'importe où, elles pourraient tout couper à tort et à travers, et ça tuerait la cellule. Donc il faut s'assurer qu'elles ne soient actives qu'à l'endroit où elles doivent être actives, en l'occurrence dans le TGN. Et pour cela, on exploite des enzymes résidentes du TGN, en l'occurrence les proprotéines convertases. Donc voilà comment on peut aussi maturer des protéines.
Alors, ce mécanisme, vous voyez donc ici les petits ciseaux moléculaires, enfin les petits ciseaux, là, ça représente des furines. Ce mécanisme va pouvoir être détourné par des pathogènes. Pourquoi ? Eh bien parce que ces furines, on les trouve dans le TGN. Or, le TGN, c'est la phase de départ du Golgi, c'est la phase où vont se former les vésicules, notamment à destination de la membrane plasmique, pour l'exocytose qu'on verra tout à l'heure. Or, si vous avez effectivement un recrutement des molécules qui sont emmenées vers la membrane plasmique et que la furine n'en fait pas partie puisqu'elle est résidente du TGN, il y a quand même le risque, et ça arrive de temps en temps, qu'une molécule de furine se retrouve embarquée dans une vésicule. Ça peut arriver, hein, la cellule fait des erreurs, et donc vous pouvez avoir de la furine qui se retrouve à la surface de la cellule, comme c'est le cas ici. Donc vous avez le cytosol qui est là, et ici c'est le milieu intracellulaire. Donc vous avez de la furine qui se retrouve à la membrane, et qui du coup va pouvoir cliver les protéines qui se trouvent dans le milieu extracellulaire. Eh bien, vous avez certains pathogènes qui vont sécréter des toxines sous forme de protoxines et qui du coup vont exploiter la furine à la surface de nos cellules pour activer leurs toxines. C'est le cas par exemple de l'anthrax, c'est le cas aussi de la toxine de la diphtérie. D'accord ? Donc voilà un moyen pour des pathogènes de profiter de notre machinerie cellulaire à leur avantage. Autrement, ce mécanisme de clivage protéolytique intervient pour plein d'autres molécules qui, elles, sont présentes physiologiquement dans notre corps. C'est le cas, par exemple, de l'albumine, qui est une protéine qui, du coup, va être sécrétée dans le RE sous forme de proalbumine, qui va être clivée en albumine dans le Golgi et qui ensuite va être sécrétée dans le sang. Et l'albumine joue un rôle très important dans le maintien de l'osmolarité sanguine. Vous verrez ça en physique. Vous l'avez déjà vu, d'ailleurs. Autre exemple de protéine concernée par ce clivage, c'est la parathormone. Alors la parathormone, c'est une hormone qui est sécrétée par la parathyroïde, qui est une petite glande, 4 petites glandes à l'intérieur de la thyroïde. Et cette parathormone, elle va jouer un rôle dans le métabolisme et dans l'utilisation du calcium dans l'organisme. Donc voilà un petit peu des exemples de à quoi ça peut servir toutes ces enzymes et toutes ces maturations de protéines. Donc maintenant qu'on a fini ce petit zoom sur l'appareil de Golgi, on va s'intéresser en particulier au trafic du réticulum endoplasmique au Golgi. Donc on va commencer tout d'abord par l'observation de quelques expériences et je vais vous décrire un peu quelques observations qu'on peut faire au microscope. Donc dans l'image de gauche, on l'a mise ici pour vous montrer les éléments de transition. Donc on observe ici des citernes gonflées qui correspondent à l'appareil de Golgi. Donc ici, voilà. Avec, du coup, vous pouvez voir les différentes phases de l'appareil de Golgi. Donc la phase 6 ici et la phase trans ici. On observe aussi des vésicules recouvertes du coup de protéines de manteau COP1. Donc COP1, ce sera plus du Golgi ORE. Et on observe aussi sous l'appareil de Golgi donc, le réticulum endoplasmique rugueux. Donc je vais abréger ça en RER. Ce réticulum endoplasmique rugueux, on l'appelle rugueux justement parce qu'il possède quelques petites excroissances. C'est les petits points noirs que vous pouvez voir là. Et ces petites excroissances, ce sont des ribosomes. Ici, vous pouvez voir aussi une région du RER qui est dépourvue de ribosomes. Attention, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de ribosome qu'elle ne fait pas partie du RER. Au contraire, on l'appelle cette région un élément de transition. Donc c'est dans cette région qu'on va avoir formation des vésicules recouvertes de protéines de manteau COP2. Du coup, ces vésicules, ce seront celles qui interviendront dans le trafic du RE au Golgi. Oui, alors on va revenir vite fait sur le principe de vectorisation que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, dans le réticulum endoplasmique à proximité de l'appareil de Golgi, comme c'est le cas sur cette photo, les vésicules libérées du coup, au niveau des éléments de transition vont être capables de trouver le compartiment accepteur, du coup le Golgi, sans vectorisation, parce qu'elles sont juste à côté. Cependant, le réticulum endoplasmique, c'est l'organite le plus étendu de la cellule.
Du coup, ces vésicules peuvent être aussi générées dans des endroits très éloignés de l'appareil de Golgi, et c'est à ce moment-là qu'elles devront faire appel à la vectorisation pour pouvoir trouver leur cible. Ensuite, dans l'image de droite. En fait, l'image de droite, c'est une capture d'écran d'une vidéo qui va vous être montrée en cours, mais qu'on ne pouvait pas vous diffuser là parce que c'était un peu compliqué. Ça illustre une expérience qui fait intervenir une protéine virale qu'on a fusionnée avec de la GFP. Donc, c'est une expérience qui a été effectuée dans les années 90 et qui permet l'observation du trafic vésiculaire entre le RE et le Golgi en temps réel. Donc, cette protéine virale, elle est appelée la protéine VSVG. C'est une protéine G membranaire qui provient de l'enveloppe d'un virus. Elle a donc été fusionnée avec de la GFP. La GFP, je pense que vous l'avez vue en BIOCHE, ou peut-être que vous la verrez après, je ne sais pas. C'est une protéine fluorescente, du coup, qui provient d'une méduse et qui va permettre à la VSVG, du coup, d'acquérir la propriété de fluorescente et de devenir visible, et du coup, qu'on puisse suivre son déplacement dans la cellule. Il faut savoir que cette protéine VSVG est une protéine mutée. Donc, cette mutation l'empêche d'acquérir sa conformation normale lorsqu'elle est cultivée à une température supérieure à 40 degrés. Donc, au-dessus de 40 degrés, elle a des anomalies de conformation et c'est pas bien. Donc, dans l'expérience qu'on est en train de décrire, cette protéine virale la cellule contenant cette protéine virale donc, a été incubée à 42 degrés, donc température supérieure à 40 degrés, ce qui fait que la protéine a une anomalie de conformation et elle est donc retenue dans le réticulum endoplasmique par les protéines chaperones qui l'empêchent de partir vers le Golgi. Donc, à ce moment-là, on observe une accumulation et une augmentation progressive de la fluorescence dans le réticulum endoplasmique parce que les protéines, elles sont produites mais elles sont retenues là et elles ne partent pas. Ensuite, on va avoir un retour à 37 degrés. Donc, on va abaisser la température d'incubation de la cellule pour permettre à la protéine VSVG qu'on étudie ici de se conformer correctement. À ce moment-là, elle va adopter sa conformation définitive et elle va s'accumuler dans les éléments de transition. Donc, éléments de transition, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est les TE parce que c'est en anglais, du coup, Transition Elements. Et du coup, on va observer une augmentation de la fluorescence dans les éléments de transition, preuve que la protéine va là-bas. Et puis, progressivement, on va observer la formation de vésicules et qui vont partir vers l'appareil de Golgi. Donc, dans la vidéo, vous pourrez voir des petits points lumineux qui vont vite et qui vont en trajectoire rectiligne du RE au Golgi. Donc, c'est la preuve que les vésicules ont été prises en charge par le cytosquelette et que le trafic se fait de manière rectiligne et rapide. On va par la suite observer une augmentation de la fluorescence au cours du temps dans le Golgi. Bien. Alors maintenant, on va parler de protéines spécifiques. Souvenez-vous qu'on a vu que vous aviez des protéines qui étaient emmenées du RE vers le Golgi pour être maturées, mais ensuite, une fois dans le Golgi, on a un problème. On a certaines protéines qui doivent être actives dans le RE et pas dans le Golgi. Par exemple, les protéines chaperones que vous avez vues dans le cours, dans la première partie du cours. Ces protéines-là sont des protéines résidentes du RE. Donc, il faut absolument les ramener vers le RE. On va donc détailler un peu ce mécanisme de tout le trafic des protéines résidentes du RE. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir sur ces protéines résidentes du RE, c'est qu'elles ne sont pas maintenues constamment dans le RE. Ça serait impossible à faire pour la cellule. Et puis surtout, ça ne marcherait pas puisqu'il faut que ces protéines soient quand même maturées au moins une fois dans l'appareil de Golgi. Donc, en fait, ça va plutôt être un mécanisme où ces protéines vont être embarquées du RE vers le Golgi, mais ensuite vont systématiquement être ramenées vers le RE. Ça va plus être un mécanisme de choper la protéine dès qu'elle sort pour la ramener à l'intérieur, plutôt que l'empêcher de sortir. Alors, comme à peu près tout dans la cellule, ça va reposer sur une marque spécifique de ces protéines. En l'occurrence, cette marque, elle est contenue dans leur séquence protéinique. C'est une séquence de 4 acides aminés, c'est la séquence KDEL.
Donc, souvenir de Bioche, lysine, aspartate, glutamate et leucine. Il existe aussi une séquence un petit peu plus rare qui est la séquence HDEL, donc avec une histidine à la place de la lysine, mais on va plutôt parler de la séquence KDEL aujourd'hui. Toutes les protéines qui sont résidentes du RE portent donc à leur extrémité C-terminale cette séquence KDEL. Et c'est cette séquence qui est la marque des protéines résidentes du RE. On a donc toutes ces protéines résidentes du RE qui portent cette marque, qui sont les petits trucs rouges là que vous voyez. Et puis, ces protéines vont donc avoir un récepteur spécifique qui va reconnaître la séquence KDEL. Le récepteur, ce sont les petites fourches vertes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut savoir que l'interaction entre le récepteur et la protéine KDEL ne se fait pas dans le réticulum endoplasmique. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, c'est une histoire de pH. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure dans le Golgi de son pH et qu'il avait un pH plus acide au fur et à mesure qu'on avance dans les citernes. Eh bien, c'est là que ça va jouer un rôle, puisque l'interaction entre les protéines KDEL et leurs récepteurs ne peut se faire que lorsque le pH est légèrement acide. Alors, on va voir dans le détail comment ça fonctionne. Au départ, donc, on est dans le RE, on a toutes nos protéines résidentes du RE qui sont en rouge, on a aussi plein d'autres protéines qui, elles, ne sont pas résidentes du RE en jaune, et puis on a nos récepteurs aux séquences KDEL en vert. À partir du RE, vous allez avoir formation de vésicules à destination du Golgi. Ces vésicules vont embarquer spécifiquement des constituants cellulaires, mais vont aussi embarquer, un peu au hasard, de temps en temps, des récepteurs KDEL ou, enfin, voire même les deux, des protéines résidentes du RE. Ces vésicules sont à destination de l'appareil de Golgi, et donc vous allez avoir embarquement de protéines résidentes du RE et de leurs récepteurs vers l'appareil de Golgi. À ce moment-là, on est dans des conditions de pH neutre, donc il n'y a aucune interaction entre la protéine et son récepteur, les deux sont dissociés, et la protéine n'est pas du tout accrochée au récepteur. Quand on arrive dans l'appareil de Golgi, le pH s'acidifie légèrement, et donc on va avoir possibilité d'interaction entre le récepteur et sa protéine. Et c'est là qu'il se passe un truc assez incroyable. Quand la protéine va venir se fixer à son récepteur, le récepteur change de conformation. Et c'est ce changement de conformation qui va permettre le retour de la protéine vers le RE. En fait, le changement de conformation qui va avoir lieu, c'est qu'il y a une séquence protéique spécifique qui va être exposée dans le cytosol par le récepteur. Le récepteur possède une séquence. Alors la séquence, c'est lysine, lysine, et ensuite deux acides aminés quelconques. Donc la séquence KKXX. Et lorsque le récepteur est tout seul, comme c'est le cas ici à gauche, cette séquence est masquée. D'accord ? Cette séquence n'est pas visible par la cellule, elle est enfouie à l'intérieur de la protéine. Maintenant, quand il y a l'interaction entre la protéine résidente et son récepteur, eh bien, cette séquence KKXX va être rendue visible par le changement de conformation, et en l'occurrence, elle se trouve dans le cytosol. Alors, une fois dans le cytosol, ici on ne la voit pas particulièrement sur ce schéma, la séquence KKXX, elle n'est pas représentée, mais cette séquence va permettre le recrutement de protéines de manteau, et en l'occurrence, c'est la protéine de manteau COP1. Et donc, petit à petit, les récepteurs liés aux protéines KDEL vont recruter des protéines de manteau. Ces protéines de manteau vont engendrer une courbure de la membrane, etc., etc. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et par trafic rétrograde cette fois-ci, la vésicule qui contient les protéines KDEL liées à leur récepteur va retourner vers le RE. Vous en avez donc ici une vision un peu plus générale, où les récepteurs ici et les protéines sont dissociés. Et ensuite, au fur et à mesure de leur passage dans le Golgi, alors ça peut se faire à différents moments. En fait, dans le CGN, le pH est très légèrement acide, donc vous allez avoir quelques interactions récepteur-protéine, mais ça va être assez faible. Et plus on va avancer dans le Golgi, plus le pH est acide, et donc plus il va y avoir d'interactions. Et donc, eh bien, petit à petit, vous le voyez ici, les vésicules avec le récepteur et sa protéine résidente du RE vont petit à petit revenir jusqu'au RE. Donc vous voyez que le mécanisme, ce n'est pas de maintenir la protéine dans le RE, c'est de la laisser aller jusqu'au Golgi, mais ensuite d'être capable de la récupérer tout de suite dans le Golgi pour pouvoir la ramener dans le RE par trafic rétrograde, qui cette fois-ci utilise des vésicules de COP. Voilà donc comment ça fonctionne pour les protéines résidentes du RE. Ensuite, on va parler du trafic des lipides. Alors, souvenez-vous, vous aviez vu dans le cours sur les membranes que les lipides sont synthétisés dans le RE lisse. Je dirais même au niveau du feuillet cytosolique, et c'est important, ne faites pas de confusion, au niveau du feuillet cytosolique du RE lisse. Le Golgi, lui, il va jouer un rôle dans la modification de ces lipides simples en lipides complexes. En fait, le Golgi,
c'est le lieu de la synthèse des lipides complexes, et notamment tous les lipides qui sont à base de sphingosine, donc les sphingolipides, les sphingomyélines, les glycosphingolipides, etc., etc. Puisque tous ces lipides complexes contiennent notamment des sucres, vous savez que les sucres ne se trouvent jamais sur le feuillet cytosolique d'une membrane, et donc du coup, cette fabrique de lipides complexes se fera toujours sur le feuillet luminal de l'appareil de Golgi. D'accord ? Et c'est une caractéristique à connaître. Deuxième chose, ces lipides complexes sont exclus du trafic rétrograde, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas vers le réticulum endoplasmique. Ça explique pourquoi la membrane du RE est simplement composée de lipides simples. Les lipides complexes sont fabriqués dans le Golgi, mais ensuite ils ne reviennent jamais vers le RE. Par contre, la membrane plasmique, elle, en contient beaucoup, et c'est l'une de ses caractéristiques. Et d'ailleurs, au niveau de la membrane plasmique, ces lipides complexes ont tendance à s'agréger pour former les radiolipidiques que vous avez déjà vus dans le cours sur les membranes. Ces radiolipidiques, donc, qui sont des domaines particuliers de la membrane plasmique, qui sont plus épais, qui sont plus rigides aussi, et qui vont être un lieu où on trouve une plus grande concentration de lipides complexes, mais aussi de glycoprotéines. On va trouver beaucoup de cholestérol, on va trouver des protéines à encre GPI. Et enfin, une dernière caractéristique de ces radiolipidiques, et ça c'est quelque chose de purement physique, c'est que puisqu'ils sont plus épais que la membrane plasmique, eh bien, dans ces radiolipidiques, on va trouver des protéines qui ont un domaine transmembranaire plus long, tout bêtement. Donc, ce sont à peu près toutes les caractéristiques de ces radiolipidiques. Dernière chose, mais que pareil, vous avez déjà vu dans le cours sur les membranes, ces lipides complexes, puisqu'ils sont synthétisés au niveau du feuillet luminal, lorsque la vésicule qui les emmène arrive au niveau de la membrane plasmique, elle les dépose sur le feuillet extracellulaire, qui sont les deux feuillets avec la même topologie. Et donc, vous allez avoir des enzymes qui vont intervenir pour maintenir la symétrie de la membrane. Et ces enzymes, attention à ne pas confondre, ce sont les flipases et non pas les scrambases. La particularité de ces radiolipidiques, c'est qu'ils sont en mouvement, ils sont dynamiques, et notamment, ils vont être recyclés, ils vont être internalisés par la cellule pour les recycler. Alors, on peut le montrer par des expériences. Bon, pareil, on n'a pas retrouvé les vidéos, donc on a juste les screenshots du diapo du prof. Mais on peut montrer par des expériences de fluorescence que ces radiolipidiques ne sont pas fixes. La première chose qu'on peut faire, c'est de marquer donc, ces radiolipidiques en fluorescence. Et ensuite, à l'aide d'un laser, on éteint la fluorescence à la membrane plasmique, à la surface. Et on va constater que petit à petit, il y a de la fluorescence qui part du Golgi et qui arrive à la membrane plasmique. Ce qui permet de démontrer qu'on a un trafic antérograde du Golgi vers la membrane plasmique des radiolipidiques. Et inversement, on peut éteindre la fluorescence dans l'appareil de Golgi et garder celle à la membrane, et on constate que petit à petit, il va y avoir une internalisation de cette fluorescence vers des organites qu'on appelle les endosomes, et ça, c'est l'endocytose que vous verrez juste après. Mais d'abord, on va parler de l'exocytose. Alors du coup, on a vu comment les protéines arrivaient dans l'appareil de Golgi, on a vu ce qui leur arrivait dans l'appareil de Golgi, on a vu aussi comment certaines protéines étaient têches de l'appareil de Golgi de nouveau vers le RE, et maintenant on va parler de la sortie des protéines de l'appareil de Golgi, et pour ça on a trois grands mécanismes. Le premier mécanisme, ça va être l'exocytose, dont on distingue deux types, l'exocytose constitutive et l'exocytose régulée. Alors en fait, l'exocytose, c'est le mécanisme qui consiste à fabriquer au niveau du TGN des vésicules qui ensuite, vous le voyez, vont aller fusionner avec la membrane plasmique et qui vont libérer leur contenu dans le milieu extracellulaire. D'accord ? Ça, c'est le mécanisme de l'exocytose. On parle aussi de sécrétion. C'est le moyen pour la molécule d'aller renouveler les composants de la matrice extracellulaire notamment, mais aussi de sécréter des molécules. Par exemple, les hormones sont sécrétées comme ça, les neurotransmetteurs dans les synapses sont sécrétés par exocytose, etc., etc. Alors, deux formes d'exocytose, donc une exocytose constitutive et une exocytose régulée. Alors, l'exocytose constitutive, L'exocytose constitutive porte bien son nom. C'est une exocytose qui est continue. Elle a lieu en boucle, en permanence, sans aucune régulation particulière. Elle n'a pas besoin d'un signal, elle n'a pas besoin d'un mécanisme particulier pour se mettre en route. Elle est toujours en fonctionnement. C'est comme ça que la cellule va par exemple renouveler ses composants membranaires. Vous voyez ici en noir des petites protéines transmembranaires. Et bien, ces petites transmembranaires sont réenvoyées constamment vers la membrane plasmique
pour les renouveler, puisque ces protéines ont toute une durée de vie. D'accord ? Donc cette exocytose constitutive, elle est continue, elle se fait dans tous les types cellulaires sans distinction, et c'est l'exocytose de renouvellement, d'accord ? Qui se fait avec des vésicules COP1. Et vous avez de l'autre côté une exocytose qu'on appelle régulée, qui cette fois-ci ne va pas être une exocytose qui a lieu en boucle, elle va se faire uniquement sur commande. Il va y avoir en fait un signal qui va être donné à la cellule pour que ces vésicules-là partent vers l'exocytose. C'est l'exocytose sur commande finalement. Alors comment ça se passe ? Eh bien vous avez les molécules qui sont empaquetées dans une vésicule. Cette fois-ci, attention, ce n'est pas de la COP1, la protéine de manteau, c'est de la clatrine. Et donc ensuite, une fois que ces vésicules sont stockées, elles ne vont pas être adressées, sont fabriquées, elles ne vont pas être adressées directement à la membrane plasmique, elles vont être stockées, elles vont être mises en attente sous la membrane plasmique. Comme ça, dès qu'il y aura un signal, elles vont pouvoir être libérées. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce signal ? En général, vous avez un stimulus extracellulaire, ça peut être une hormone, ça peut être un neurotransmetteur, qui va aller se fixer sur son récepteur. Le récepteur, par une cascade de réactions que vous verrez dans les cours de récepteurs médiateurs, va déclencher une libération au niveau du REL de calcium. Vous avez vu dans le cours sur les membranes que la concentration en calcium est très très faible à l'intérieur de la cellule. Eh bien, le fait d'avoir une décharge de calcium dans le cytoplasme, ça va pouvoir déclencher des mécanismes cellulaires. Par exemple, dans vos muscles, la contraction musculaire, elle est déclenchée par une décharge de calcium dans la cellule musculaire. Et bien ici, en l'occurrence, cette décharge de calcium va engendrer l'exocytose des vésicules qui étaient stockées sous la membrane plasmique. Donc le fait qu'une molécule extérieure vienne se fixer sur son récepteur, de fil en aiguille, ça va entraîner une très forte augmentation, très transitoire mais très forte, de la concentration en calcium, et derrière, ça va entraîner la perte de la protéine de manteau clatrine et l'exocytose de ces vésicules. Voilà donc pour l'exocytose régulée, c'est ce que l'on trouve par exemple au niveau des neurones. D'accord ? Au niveau du neurone, les neurotransmetteurs sont stockés sous la membrane, et puis dès que le potentiel d'action arrive, paf, ils sont libérés dans la fente synaptique vers le neurone suivant. Voilà. Et puis donc la troisième voie de sortie de l'appareil de Golgi, c'est l'adressage vers les lysosomes. Vous voyez donc ici les deux premières voies qu'on a vues, la sécrétion constitutive ou régulée, donc on parle de sécrétion ou d'exocytose, hein, c'est la même chose. Mais vous avez aussi un adressage spécifique vers les lysosomes. Alors les lysosomes, ce sont ces organites cellulaires que Alexandre, dans le premier cours, vous avez comparé à des poubelles. Ce sont les poubelles de la cellule, c'est là qu'on va trouver plein d'enzymes qui vont tout couper, tout déchiqueter pour permettre à la cellule de recycler. Évidemment, ces enzymes un peu dangereuses pour la cellule sont produites dans le RE, ensuite passent dans le Golgi. Il faut évidemment les adresser spécifiquement aux lysosomes et pas les sécréter, parce que sinon la cellule va zigouiller son milieu extracellulaire et c'est pas ce qu'elle veut. Donc c'est la troisième voie d'adressage à partir de l'appareil de Golgi. Alors, encore une fois, comme toujours, ça va reposer sur une marque spécifique, une marque moléculaire. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une marque protéique, ça va être une marque au niveau du N-glycane qui est fixé sur les protéines. On va greffer, alors je ne vous détaille pas le mécanisme parce qu'on s'en fout, mais on va greffer un phosphate, un groupement phosphate, sur un des manoses du glycane. Souvenez-vous, le glycane, il y a des N-acétylglucosamines, ensuite beaucoup de manoses, et ensuite des glucoses, mais qui ont été enlevés après le contrôle qualité. Donc il ne reste plus que des manoses au bout du glycane. Et donc sur le manose en position 6, on va greffer un phosphate, c'est ce que l'on appelle la marque manose 6-phosphate. Alors ce greffage est fait par une enzyme au niveau du 6-Golgi, et c'est cette marque manose 6-phosphate qui va indiquer que la glycoprotéine est à destination du lysosome. Alors ensuite, une fois qu'on a ajouté ici le phosphate, donc vous voyez en vert la protéine, en bleu le manose, et puis ici le petit point jaune, c'est le phosphate. Une fois que cette marque manose 6-phosphate a été mise en place dans le CGN, la glycoprotéine va traverser le Golgi, va être maturée et va finir par arriver dans le TGN. Alors le TGN, le prof vous fait souvent la comparaison d'une gare de triage. C'est là que va se décider si on adresse les protéines pour de l'exocytose constitutive régulée ou vers les lysosomes. D'accord ? C'est une zone de très forte trimoléculaire. Et c'est du coup ici que toutes les glycoprotéines qui portent la marque manose 6-phosphate vont être reconnues par leurs récepteurs spécifiques.
D'accord ? Qui dit récepteur spécifique dit ensuite régulation de l'étape de trafic spécifique, etc. Les protéines sont vectorisées jusqu'à l'endosome tardif. Une fois dans l'endosome tardif, ce qu'il faut noter, c'est que l'endosome tardif a un pH très acide, beaucoup plus que le TGN, puisque le TGN était à peu près à 6,5, et là on est autour de 5 pour le pH. À ce pH, l'acidité est trop importante, et donc l'interaction entre le récepteur et la protéine marquée ne peut plus avoir lieu. Alors c'est l'inverse de ce qu'on avait eu pour les protéines résidentes. Les protéines résidentes, l'interaction était rendue possible par l'acidification. Et bien ici c'est l'inverse, l'acidification est empêchée, l'acidification empêche plutôt l'interaction entre la protéine marquée au mannose 6-phosphate et son récepteur. Une fois donc libéré et dissocié du récepteur, le phosphate va être hydrolysé. On récupère donc notre petite protéine avec son mannose, qui est finalement la même que celle qui était entrée dans l'appareil de Golgi, mais qui est arrivée au bon endroit. Et donc cette glycoprotéine, qui en général est une enzyme un peu violente, sera active. En général, par sécurité, ce sont des enzymes qui ne sont actives qu'à pH très acide. Ça permet de faire en sorte que même si jamais, parce qu'il arrive qu'il y ait des erreurs, même si elle n'est pas adressée au bon compartiment, eh bien, elle ne puisse pas tout détruire sur son passage, puisque à part les endosomes et les lysosomes, il y a peu d'organites qui ont un pH aussi acide. Donc vous voyez ici que la glycoprotéine est arrivée dans l'endosome tardif et pas dans le lysosome. En réalité, la distinction entre les deux est assez faible, et Elodie va vous la présenter juste après, quand on va parler de l'endocytose. Alors, Mathieu vous a bien teasé la dernière partie qui donc va être l'endocytose. Donc, l'endocytose, ça correspond à la formation des vésicules de transport à partir de la membrane plasmique pour qu'elle soit par la suite internalisée et par la même occasion internaliser le matériel extérieur exogène. Donc ce matériel extérieur va se lier à des récepteurs à la surface pour être soit recyclé et utilisé par la cellule ou bien être dégradé donc, dans les lysosomes comme je vais vous le détailler juste après. On conserve le même mécanisme que le trafic vésiculaire classique, on va dire, mais pareil, je vais vous détailler ça un peu plus juste après. Donc tout d'abord, on va parler de la clatrine. La clatrine, c'est quoi ? C'est un complexe moléculaire. L'unité élémentaire de la clatrine, ça va être le triskelion. Donc, le triskelion, c'est une structure macromoléculaire, donc sous-unité élémentaire de la clatrine, qui est formée de 3 chaînes lourdes et de 3 chaînes légères. Ces triskelions vont ensuite s'assembler en différentes conformations, donc soit en hexagone avec 6 triskelions, soit en pentagone avec 5 triskelions. À savoir que lorsqu'on a juste des assemblages d'hexagones de triskelions, on va avoir une structure plate et que c'est uniquement lorsqu'on va introduire des pentagones dans cet assemblage qu'il va y avoir quelques déformations qui vont se produire. Donc ces hexagones et ces pentagones de triskelions vont former des sortes de cages qui vont recouvrir les vésicules sous la membrane plasmique. Donc ces cages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des combinaisons de pentagones et d'hexagones et elles sont visibles en microscopie électronique à balayage. Donc on va observer des cages plus ou moins sphériques et de taille variable, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je vais vous détailler un peu la formation des vésicules. Donc c'est le même principe que pour les vésicules classiques, sauf que là, du coup, vu qu'il y a la clatrine, va y avoir une petite subtilité en plus. Donc tout d'abord, les ligands endocytés se lient au récepteur membranaire, donc comme vous pouvez le voir juste ici, et ici d'ailleurs. Donc c'est à ce niveau-là que va s'effectuer un tri moléculaire. Donc vous l'avez bien compris, s'il n'y a pas de récepteur, et la molécule elle se lie à rien et elle n'est pas endocytée. D'où la notion de tri. Ensuite, ces récepteurs, par leur domaine intracytoplasmique. Le domaine intracytoplasmique, c'est comme son nom l'indique, le domaine qui est situé de l'autre côté de la membrane plasmique dans le cytosol. Donc ces récepteurs vont recruter une petite molécule qui s'appelle l'adaptine, qui est en vert clair ici.
Et cette adaptine va permettre d'interagir avec la clatrine. Donc clatrine qui est en vert foncé. Donc ça va produire une polymérisation de la clatrine. Donc je répète au cas où c'était pas très clair. On va avoir liaison des molécules endocitées aux récepteurs. Ensuite, les récepteurs recrutent de l'adaptine et l'adaptine va en quelque sorte recruter ou en tout cas permettre la polymérisation de la clatrine. Donc ça va se faire sous la membrane plasmique, du côté cytosolique de la membrane plasmique. Donc on va avoir une accumulation de la clatrine sous la membrane plasmique et donc cette polymérisation va permettre la courbure de la membrane et donc le bourgeonnement. Ensuite, on va, comme dans une étape de trafic normale, avoir le détachement du bourgeon par la dynamine. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. Et enfin, on va avoir la perte du manteau. Voilà, donc que vous pouvez observer à cette étape-là. Tac, comme ça. Il faut savoir que dans la membrane de la vésicule, il y a présence de pompes à protons, donc qui ne sont pas représentées ici, mais il faut savoir. Donc c'est des pompes qui prennent des protons, donc des ions H+ du cytosol et qui les injectent un peu dans la lumière de la vésicule. Donc ça va permettre de diminuer le pH à l'intérieur de la vésicule, ce qui est très important, notamment lors de la fusion de la vésicule avec l'endosome précoce. Donc l'endosome a un pH environ égal à 5, alors que le milieu extracellulaire, c'est plus un pH neutre, donc pH environ égal à 7, 7,5. Donc pour que ces vésicules nues débarquent pas dans l'endosome précoce avec un pH égal à 7, et ça s'identifie progressivement et comme ça fait un peu moins de bazar. Ensuite, une fois qu'elles ont fusionné avec l'endosome précoce, il peut y avoir différents devenirs du ligand et du récepteur endocyté. Donc, tout d'abord, il peut y avoir une endocytose avec dégradation. Donc, dans ce cas-là, le récepteur lié au ligand, ce complexe qui a été internalisé dans la vésicule d'endocytose, voit son domaine intracytoplasmique ubiquitiné. Donc, vous pouvez voir ici, sur ce petit schéma qui illustre très bien ce que je vais expliquer, qu'on a le récepteur ici qui va lier son ligand ici. Ensuite, on va avoir formation de la vésicule, là on a un bourgeonnement. Et du coup, il va rester une petite queue en dehors, donc là qui est illustrée. Donc cette petite queue va lier l'ubiquitine. Ça va être la marque de dégradation. Ensuite, on va avoir la fusion de la vésicule d'endocytose avec l'endosome précoce. Endosome précoce, je l'ai dit au tout début du cours, qui est plus un endosome de recyclage. Donc cet endosome précoce est situé au voisinage du noyau, à proximité de l'appareil de Golgi. C'est le siège d'un tri moléculaire. Donc certaines molécules seront par la suite envoyées au lysosome pour dégradation, tandis que d'autres seront réutilisées par la cellule ou bien encore recyclées à la surface par trafic rétrograde. Donc ensuite, il y a maturation de cet endosome précoce en endosome tardif. Donc c'est cette étape-là. Donc cette maturation fait intervenir un nouveau mécanisme qui est un mécanisme encore de bourgeonnement. Donc c'est un bourgeonnement particulier car il se fait déjà vers la lumière de l'endosome et pas vers le cytosol et correspond plus à une invagination de la membrane, comme vous pouvez le voir ici. Le mécanisme de fission qui libère ensuite les vésicules nouvellement formées dans la lumière de l'endosome tardif ne fait pas intervenir la dynamine, contrairement aux autres modes de fusion qu'on a étudiés jusque-là. Donc, cette formation de vésicules dans la lumière de l'endosome tardif va conduire à la formation d'un corps multivésiculaire. Donc attention, ce nom est déjà tombé au concours, du coup retenez-le. Ces vésicules contiennent des systèmes moléculaires de type ligand-récepteur et comme elles se situent dans l'endosome tardif, ça veut dire qu'elles sont à dégrader.
L'endosome tardif est aussi le compartiment accepteur pour certaines vésicules d'origine golgienne qui cette fois-ci contiennent des récepteurs à la marque mannose 6-phosphate dont Mathieu vous a parlé juste à l'instant. Et donc ces vésicules vont se déverser dans la lumière de l'endosome tardif. Ensuite, on va avoir adressage de cet endosome tardif au lysosome pour dégradation. Et tout ce qui a dégradé sera dégradé dans le lysosome avec toutes les enzymes qui vont bien et qui coupent tout. Alors, un exemple d'endocytose avec recyclage. Ça va être celui du récepteur du transporteur à la transférine. Oui, donc la transférine, c'est quoi? C'est une protéine qui est capable de capter le fer qui est présent sous forme ferrique, du coup Fe3+, à l'extérieur de la cellule. Donc ce fer Fe3+, il est bien utile à la cellule parce qu'elle l'utilise pour effectuer différentes réactions chimiques et donc la transférine, elle est chargée de le capturer. Donc elle va capter son petit fer et ensuite cette transférine, elle va être captée par un récepteur, le récepteur RTF, donc, qui est le récepteur tout simplement de la transférine. Donc ce récepteur, vous pouvez le voir ici, il est capable de lier deux molécules de transférine ferrique, donc transférine liée au Fe3+. Et puis, il va y avoir, pareil, le même mécanisme d'endocytose avec formation de la vésicule, donc bourgeonnement, fission et ensuite acidification grâce aux pompes à protons. Ensuite, une fois que la vésicule sera revenue à un pH acide, donc pH environ égal à 5, elle va fusionner avec l'endosome précoce. Donc à ce pH acide, ça va provoquer une dissociation du fer de la transférine, donc, qui va être pompée en dehors de l'endosome précoce et aller dans le cytosol, où il va être réduit en Fe2+, et utilisé par la cellule. La transférine, pendant ce temps-là, elle reste liée à son récepteur. Il y a ensuite ségrégation des complexes récepteurs et apotransférine. Donc apotransférine, c'est la transférine qui a perdu son fer. Donc, et puis formation de nouvelles vésicules de transport. Là, vous pouvez voir une vésicule en train de se former. Ces vésicules de transport vont aller fusionner avec la membrane plasmique. Et ce qui fait que le récepteur et la transférine seront recyclés dans le milieu extracellulaire. Dans le milieu extracellulaire, comme j'ai dit tout à l'heure, le pH est neutre, donc égal à 7. Donc dans ces conditions-là, l'apotransférine est beaucoup moins affine pour son récepteur qu'à un pH égal à 5 ou bien que lorsqu'elle est liée à son fer. Donc elle va se détacher. Donc là, elle se détache et elle repart dans le milieu extracellulaire et diffuse librement, donc ce qui lui permet de rencontrer à nouveau d'autres molécules de fer. Et on revient à l'étape 1, donc ensuite avec captation de la transférine par son récepteur, formation d'une vésicule d'endocytose, etc., etc. Ensuite, on va parler, pour finir ce cours très très dense sur le système endomembranaire partie 2. Donc on va parler d'un cas particulier d'endocytose. Donc cette fois-ci, c'est l'endocytose en réponse à un stimulus. Donc ici, ça va être le stimulus créé par l'insuline. Donc loin des repas, il y a peu de glucose dans le sang et les transporteurs sont stockés dans l'endosome de recyclage. Donc en endosome de recyclage spécialisé, bien sûr, il ne va pas aller dégrader tout seul ces petits transporteurs. En postprandial, il y a une arrivée massive de glucose, donc il va y avoir l'insuline qui va être sécrétée et diffusée dans le sang. Vous allez le voir dans le cours de métabolisme à la fin de l'année, en bioche. Et donc elle va être libérée dans le sang et se fixer sur le récepteur qui est présent du coup à la surface des cellules.
Ce récepteur va commander une exocytose massive à partir de l'endosome de recyclage. Donc là, tac, on va avoir du coup une exocytose des récepteurs stockés dans l'endosome de recyclage, ces vésicules qui vont aller fusionner avec la membrane plasmique pour exposer des transporteurs de glucose et donc permettre au glucose d'entrer dans la cellule pour du coup pouvoir être métabolisé. Donc, on en a fini à présent avec ce cours sur le réticulum endoplasmique partie 2. Comme on n'a pas de 6e cours, on va faire les QCM concernant ce cours maintenant. Donc n'hésitez pas à aller peut-être regarder un peu et digérer un peu le cours avant de voir les QCM. Alors du coup, à propos de l'appareil de Golgi, il s'agit d'un organite présentant des ponts membranaires entre citernes voisines. Les compartiments du Golgi ont une composition protéique et lipidique différente mais des fonctions similaires. Il assure la synthèse des lipides complexes au niveau de son feuillet luminal. On y retrouve diverses modifications pré-traductionnelles telles que la maturation par clivage protéolytique effectuée par des proprotéines convertases du TGN. L'affinité du récepteur KDEL pour les protéines portant la séquence KDEL est mauvaise à pH neutre. Alors, premier item, il s'agit d'un organite présentant des ponts membranaires entre citernes voisines. Attention, surtout pas, les citernes du Golgi sont indépendantes les unes des autres. Les ponts membranaires, c'est dans le RE qu'on les trouve. Les compartiments du Golgi ont une composition protéique et lipidique différente, ça c'est vrai, mais des fonctions similaires, ça c'est faux. Justement parce qu'ils ont des compositions différentes, ils ne contiennent pas les mêmes enzymes et donc ils n'ont pas la même fonction. Donc cet item est faux aussi. Il assure la synthèse des lipides complexes au niveau de son feuillet luminal. Alors effectivement, le Golgi est le lieu de la synthèse des lipides complexes. Maintenant, sur lequel des deux feuillets il le fait? Eh bien, souvenez-vous que les lipides complexes contiennent entre autres des glucides et qu'on ne trouve jamais, mais alors vraiment jamais, de glucides sur les feuillets cytosoliques d'une membrane. Donc à partir de là, c'est effectivement sur le feuillet luminal que va s'effectuer la synthèse des lipides complexes. Donc cet item est vrai. Alors ensuite, on y retrouve diverses modifications pré-traductionnelles telles que la maturation par clivage protéolytique effectuée par des proprotéines convertases du TGN. Alors effectivement, la maturation par clivage protéolytique est effectuée par des proprotéines convertases qui se trouvent bien dans le TGN, mais attention à bien lire tout l'item, ce sont évidemment des modifications post-traductionnelles et pas pré-traductionnelles, puisque avant la traduction, il n'y a pas de protéines, donc elle ne peut pas être modifiée. Donc attention à bien lire tout l'item et à faire gaffe à tous les mots. Et enfin, l'affinité du récepteur KDEL pour les protéines portant la séquence KDEL est mauvaise à pH neutre. Eh bien, souvenez-vous, à pH neutre, c'est la condition dans le RE. Et effectivement, dans le RE, il n'y a pas d'interaction entre les protéines résidentes et leurs récepteurs. L'interaction se fait dans le Golgi à pH un peu plus acide. Donc voilà. Deuxième question concernant le trafic membranaire. Les protéines G présentent une activité ATPase. Les protéines G sont partenaires des protéines GEF. La protéine de manteau COP2 a pour compartiment donneur le réticulum endoplasmique. La protéine de manteau COP2 a pour compartiment donneur l'appareil de Golgi. Et la protéine GARF6 est associée à la protéine de manteau COP1. Donc les réponses c'est faux, vrai, vrai, faux, faux. Donc les protéines G présentent une activité ATPase, c'est faux. Donc, comme leur nom l'indique, elles présentent une activité GTPase, attention. Les protéines G sont partenaires des protéines GEF, ça c'est vrai. La protéine de manteau COP2 a pour compartiment donneur les réticulums endoplasmiques, c'est vrai aussi. Ça faisait partie des exceptions que je vous avais dit de retenir tout à l'heure. La protéine de manteau COP2 a pour compartiment donneur l'appareil de Golgi, c'est faux. Donc, l'appareil de Golgi est son compartiment accepteur, c'est l'inverse de l'item précédent. Et la protéine GARF6 est associée à la protéine de manteau COP1. C'est faux aussi, elle est associée à la clatrine. Donc pour ne plus faire d'erreur dans cette partie du cours, il suffit juste de connaître les quelques exceptions du tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça va intervenir dans le cas de l'endocytose. Donc cette combinaison ARF6-COP1. Et enfin, dernier QCM,
Les radolipidiques sont composés de glycoprotéines, protéines à encre GPI, cholestérol, protéines à court domaine transmembranaire ou glycolipides. Et petit item bonus, parce que c'est la fête, c'est le dernier QCF de la pré-rentrée, les radolipidiques sont plus épais et rigides que la membrane plasmique. Alors souvenez-vous que les radolipidiques sont un lieu où on trouve effectivement beaucoup de glycoprotéines et de glycolipides, c'est l'une de leurs caractéristiques. On trouve aussi des protéines à encre GPI, on trouve du cholestérol qui joue un rôle dans la rigidité de ces rados. Par contre, attention, en ce qui concerne les protéines à domaine transmembranaire, ce sont des protéines avec un long domaine transmembranaire, puisque les radolipidiques sont plus épais. Donc les protéines qui s'y trouvent, les protéines transmembranaires qui s'y trouvent, ont un domaine transmembranaire plus long. Et enfin, pour l'item bonus, les radolipidiques sont plus épais et rigides que la membrane plasmique, c'est évidemment vrai. Donc voilà pour la correction, et du coup voilà pour ce cours de bio, ce dernier cours de bio de la pré-rentrée. Alors vous l'avez vu, ce cours sur le système endomembranaire est en 2 parties et beaucoup plus dense que les autres cours que vous avez eus pendant la pré-rentrée, mais on espère que ça vous a pas trop traumatisé. Le but, c'est vraiment de vous montrer à quoi il faut s'attendre pour un cours de bio, donc à quel niveau de détail on va quand on s'intéresse à des organites. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, ça nous a fait très plaisir de vous voir en présentiel pour de vrai, parce qu'on n'avait pas eu cette chance l'année dernière. Pour le B demain, donc l'épreuve durera 1 heure, ça sera 25 QCM, donc c'est au prorata de ce que ça durera le jour du concours, puisque c'est 1h30, 40 QCM. On ne sera pas là pour vous surveiller malheureusement, puisqu'on sera en amphi de rentrée toujours. Donc on ne vous verra pas le matin et on est censé vous voir l'après-midi, mais finalement on a peut-être aussi, on a peut-être aussi un amphi, donc peut-être qu'on ne vous verra pas du tout vendredi, ça nous saoulerait un peu, mais on espère qu'on pourra venir quand même. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour cette EB, ne vous mettez pas la pression, on sait que vous préférez bosser la physique et la chimie et vous avez bien raison. On vous l'avait dit, le but de la bio à la pré-rentrée, c'est pas vraiment de vous faire prendre de l'avance, c'est surtout de vous montrer la matière, de vous y intéresser, etc. Donc bon courage pour vos révisions, on vous dit à vendredi si on peut venir, et puis sinon, vous verrez vos tuteurs de bio en amphi pendant l'année, et puis on se retrouvera aux EB. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, bon courage, et à plus.